Salut, moi c'est Nicolas Pochet, je suis bruxellois et je suis graphiste animateur en dessin animé. Donc je suis Julien Desquesnes, j'ai 35 ans. Dans ma vie professionnelle, donc, je suis un cadre informatique dans une société qui développe des logiciels de gestion et de compta. Et puis dans ma passion, je développe du jeu vidéo. Pourquoi la Dreamcast? Parce qu'on voulait avoir un vrai jeu sur console. C'était un rêve de gosse. Et la Dreamcast était en fait la console la plus accessible. Alors notre projet de base, c'était le développement d'un jeu de plateforme qui s'appelle Alice Dreams, qui reprenait donc Alice au pays des merveilles. Et c'est vrai que c'était un projet assez ambitieux où on cherchait à avoir des stages qui avaient des décors à chaque fois différents et puis avoir des mini-jeux qui clôturaient en fait chaque stage. Et on s'est rendu compte au bout de 3 ans de développement que le projet était quand même fort ambitieux. Et pour un concours, on a repris un de nos mini-jeux sur lequel on avait pas mal bossé, qui était à la base un simple Bomberman. En fait, l'enjeu, c'était de ne pas avoir un simple copier-coller d'une recette existante. Et donc on a essayé de l'étoffer avec des règles de jeu qui n'existent pas dans ce type de jeu-là, mais qui existent dans les FPS, dans les jeux de voiture ou autres. Des choses qui n'avaient rien à voir en fait. Et on pense que c'est comme ça qu'on a réussi à se démarquer. On n'a pas une équipe de testeurs et donc c'est sûr que d'aller de convention en convention, ça a été très pratique pour nous. On s'est rendu compte des bugs et des erreurs qu'il y avait dans le jeu, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Je pense notamment à la maniabilité, faire en sorte que finalement quand on arrivait près d'un mur, le joueur puisse se bloquer pour vraiment devoir bien se positionner. Puis bon, à la rencontre des joueurs qui ont pris la manette, ils ont dit non, c'est pas maniable quoi. Des personnes trouvent des choses auxquelles tu n'avais pas pensé et que tu n'as pas cherché à développer. Et je pense notamment au fait des flammes tueuses. On meurt, dans le jeu on ressuscite, donc on revient sur le plateau au bout de quelques secondes, on revient invincible et on profite de cette période d'invincibilité pour poser des bombes dans les flammes et ainsi en fait elles explosent tout de suite et du coup on est capable de tuer quasiment tout le monde sur le plateau, quoi. C'est juste génial de voir des personnes qui pensent à des choses auxquelles on n'avait absolument pas pensé. Dans les tournois, quand on voyait les gens jouer, on se rendait compte qu'il y avait des remarques en disant « Ah, ce serait super bien s'ils se produisaient ci, s'ils se produisaient ça ». Et puis voilà, en fait, en écoutant les joueurs, on trouvait de super idées. Comment est-ce qu'on connecte la Dreamcast au PC? Donc, sans passer par le kit officiel, on a 2 grandes possibilités. Donc, soit celle que j'utilisais au départ, qui était le fait d'utiliser un câble série, donc le codeur câble. Donc ça, c'est un câble qui n'est pas très cher à l'achat, mais qui a le gros défaut, c'était très long. Ce qui fait que moi, quand je voulais tester un programme, ça mettait à environ 20 minutes pour arriver jusque la Dreamcast. Donc c'est vrai que parfois, je perdais un temps fou parce que j'avais un petit bug, j'avais oublié une petite chose. L'autre possibilité, donc c'est la carte réseau, qu'on appelle aussi BBA. Par contre, là, c'est plus compliqué parce que c'est rare, c'est très cher. Et j'ai eu la très grande chance de rencontrer un passionné à la Retro Gaming Connection qui en avait plusieurs et qui a accepté de me le prêter pendant tout le temps du projet. Et je le remercie vraiment énormément. Merci à toi de m'avoir prêté ce BBA. Parce qu'effectivement, instantanément, le programme se lance sur la console. Une des particularités vraiment pratiques de la Dreamcast, une fois qu'on a compris comment fonctionnait le fait d'afficher une image, etc., on se retrouve finalement à programmer comme si on était sur un PC, ce qui est vraiment différent d'autres concurrentes de l'époque qui étaient vraiment beaucoup plus difficiles à programmer, et je pense notamment à la PlayStation 2. Alors le jeu est codé en langage C, qui est vraiment un langage universel au niveau du développement de jeux vidéo. La particularité, c'est d'avoir utilisé donc une librairie open source qui permet donc d'afficher des images, de lire des sons, de gérer les interactions avec la manette.
Pour mettre en place des fonctionnalités qu'on souhaitait avoir dans le jeu, j'ai dû développer donc des fonctionnalités qui n'existaient pas dans la librairie KOS. Je pense notamment au fait de pouvoir afficher sur chaque écran de VMU le fait d'avoir un affichage différent. Je pense notamment donc au mode cache-cache où il y a un joueur qui va voir tout le plateau et les 3 autres qui ne vont voir que voilà, ce qui est visible grâce à leur lampe de poche. Donc on a réussi du coup à faire un gameplay qui était asynchrone. Je pense aussi donc au codec vidéo, où là en fait 2 personnes de la communauté m'ont aidé. Donc Mike Mélençon, c'est un passionné de codec multimédia, donc lui m'a conseillé d'utiliser donc un codec ROQ, qui est donc un ancien format de compression vidéo. Et un passionné de développement Dreamcast, donc Phenom, lui m'a aidé à optimiser et mettre en place le code par rapport à cette librairie vidéo. Puis une question qu'on me pose souvent, c'est le nombre de lignes du code dans le jeu. Donc voilà, j'ai regardé, il y a à peu près 60 000 lignes de code dans le jeu, donc pas mal quand même. La difficulté de travailler avec la Dreamcast, c'est d'être contraint de ses limites par rapport à son matériel, et notamment la mémoire vidéo qui n'est que de 8 mégas. Et une fois que la librairie a initialisé ses fonctions vidéo, il ne reste que 5 mégas disponibles. Donc 5 mégas, quand on voit la taille des photos aujourd'hui, ça représente vraiment très peu d'images. Donc effectivement, il faut travailler sur le nombre de couleurs, reprendre des techniques comme la technique des palettes, qui permettent pour une même image d'avoir différentes palettes et donc d'avoir la même image mais avec des couleurs différentes. Et on s'est servi en fait de cette technique pour notamment l'écran de sélection des personnages qui permettent d'avoir instantanément en fait 4 versions disponibles pour le personnage et ne pas avoir de temps de chargement au moment où on choisit la couleur de son personnage. Moi à la base, j'envoyais des grosses images bien lourdes à Julien qui devait intégrer ça, sans me rendre compte de la place que ça prenait dans la mémoire vive. Ceci dit, comme le jeu se passe sur un seul écran, on s'est quand même permis de faire de la HD. C'est vrai que c'est un jeu old school, c'est du 640-480, donc c'est vrai que pour aujourd'hui ça reste une définition assez basse, mais c'est une définition qui permet déjà d'avoir de l'anti-aliasing et de ne pas travailler à la souris. Quand on voit les jeux 16 bits à l'époque et qu'on voit le niveau graphique qu'ils avaient avec une résolution aussi basse, mais le travail était juste colossal, c'est assez incroyable. Et même aujourd'hui, ça reste quelque chose de très dur à faire en fait. La tablette graphique, pour moi, c'est un outil que j'utilise depuis très longtemps. Ça fait un bon moment que j'ai plus trop dessiné sur papier. Et ça apporte quand même beaucoup d'avantages, notamment le CTRL-Z, de revenir en arrière. Ça permet aussi de redéformer un dessin facilement ou de reprendre un élément, de le sélectionner, de le redéplacer. Donc ça permet de retoucher plus facilement les images. Et puis en plus, il y a les calques, et donc on peut avoir son croquis sur un calque, faire la mise en couleur sur un autre calque. Une chose qui est vraiment très pratique aussi, c'est faire les couleurs à plat sur un calque et puis définir sur un autre calque que de toute façon, peu importe ce qu'on peint, ça ne débordera pas de la couche de base. Donc voilà ces petites astuces qui sont vraiment très pratiques pour un graphiste. Pour les stages, je les dessine directement à la taille réelle du jeu. Et puis pour les objets, je les dessine en plus grand et là je les resize, je les refais en plus petit. Ça me permet d'être un peu moins propre forcément parce qu'une fois que je réduis la taille de l'objet, ça s'affine et ça s'efface. Parfois j'ai travaillé en bitmap, comme c'est le cas pour les décors, les objets et tout ça. Parfois j'ai travaillé en vectoriel, en ce qui concerne les personnages qui sont cachés dans le jeu en fait. Ça m'a permis de créer une librairie d'objets pour pas devoir redessiner chaque personnage un à un. Et en fait j'ai fait un petit personnage nu et j'ai fait à chaque fois un calque d'animation par vêtement. Donc un t-shirt, un pantalon, des baskets, etc. Et donc du coup quand je dois créer un nouveau personnage, il me suffit de cocher ou de décocher les calques qui m'intéressent. Et si jamais quelqu'un a un vêtement qui n'existe pas, je recrée un nouveau calque avec cette nouvelle couche de vêtements. Et ça me permet aussi de remplacer les couleurs très facilement et pas devoir redessiner à chaque fois.
pour vous rendre compte de l'aspect un peu colossal des personnages cachés, ça représente jusqu'à présent plus de 600 versions de personnages qu'il a fallu faire une à une. Le jeu est quand même plutôt typé manga à l'occidental. Maintenant, c'est un projet qui m'a permis aussi d'essayer d'autres choses. C'est vrai qu'il y a des parties que vous ne verrez pas dans le jeu, qui ont été dessinées. À la base, je voulais que chaque personnage ait un peu un profil type différent, de style différent. Pour les jaquettes, en fait, j'avais envie de me faire plaisir. Je suis retourné un peu sur les vieux jeux 8 bits de l'époque, qui proposaient 3 jaquettes différentes en fonction de la région dans laquelle on se trouvait. Ça vient quand même d'une époque où les jeux étaient faits en quelques pixels, et donc la jaquette, forcément, il fallait qu'elle donne envie. Donc on pouvait pas juste montrer un gros sprite, même si quelques jeux l'ont fait. Il fallait faire rêver le joueur. Et du coup, on se retrouvait avec des jaquettes qui avaient souvent strictement rien à voir. Et selon les régions, c'était des styles complètement différents. Souvent au Japon, c'était très kawaii, souvent aux States, c'était très à la comics américaine, avec des dessins plutôt réalistes. Et en Europe, on avait toujours un mix un peu de tout. Et voilà, dans l'idée, j'ai voulu retrouver ça. Alors forcément, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent la version japonaise, qui est logiquement plus fidèle au style du jeu. Mais j'avais envie d'apporter un certain charme avec les jaquettes US et européennes, en apportant quelque chose de différent. Et puis moi, ça me permettait aussi de développer d'autres styles de dessin, ce qui m'a beaucoup plu en fait. Un des gros défis du jeu a été effectivement le rendu du visuel du mode cache-cache, où on a 3 lampes de poche sur la map qui peuvent se fusionner. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on traite normalement avec des shaders en informatique, et là la Dreamcast n'en disposait pas. Donc c'était compliqué finalement d'avoir un grand rectangle noir dans lequel on venait percer en fait 3 cercles qui pouvaient se fusionner. Donc j'ai trouvé une technique de le faire inversement, c'est-à-dire à chaque rendu de calculer en fait toute ligne qui permettait en fait de masquer les zones et donc d'avoir exactement le visuel du mode cache-cache. L'autre rendu précédent, qui a été après abandonné, c'était simplement d'afficher les cases sur lesquelles les joueurs apportaient de la lumière, mais voilà, c'est vrai que c'était pas très joli. Un autre challenge dans le jeu, ça a été de développer les IA. C'est vrai que quand j'en parle, à chaque fois, je raconte à quel point c'est exceptionnel et génial de se faire battre dans le jeu, ce qui est plutôt un discours différent d'habitude des gamers qui cherchent absolument à gagner. Mais c'est vrai que quand on développe une IA, on essaye de lui apprendre comment poser une bombe, comment utiliser un mur, comment bloquer un adversaire. Et c'est vrai que quand on teste et qu'on se fait battre par sa propre IA, c'est juste génial, quoi. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que parfois dans les tournois, on a des joueurs, ils ne sont que 3, et donc on a une IA en 4e joueur. C'est rigolo parce que quand on voit que c'est l'IA qui gagne, quelque part, moi je suis content parce que je me dis qu'elle marche bien, mais c'est vrai que les joueurs se disent, mince, alors qui est qualifié ? Parmi les challenges du développement, c'est vrai qu'au départ on avait des loadings qui étaient assez longs, ce qui est assez contraignant dans ce genre de jeu où on a envie de lancer une partie tout de suite, d'appuyer 2 fois sur Start et de lancer une partie. Et donc on utilisait le format PNG pour les images, et je me suis rendu compte que le temps que la console décompresse les images, qu'elle le passe dans le bon format, ça prenait beaucoup de temps. Donc l'astuce a été finalement de stocker exactement ce qu'attend la console. Donc c'est-à-dire vraiment les pixels en eux-mêmes, et juste d'utiliser une petite compression zip. Et donc voilà, donc les images sont stockées ainsi, et ce qui fait qu'on a gagné des temps de chargement qui sont donc 5-6 fois plus courts qu'auparavant, et voilà, c'est vraiment très agréable, quoi. Il y a eu des difficultés pendant le projet. La première chose qui me vient en tête, c'était d'avoir un jeu qui fonctionnait très bien, et puis du jour au lendemain, d'avoir ce bug de la console qui se figeait systématiquement à la fin d'un round. Et c'est vrai que j'ai passé des heures, des jours à essayer de comprendre ce qui se passait, à mettre des traces un peu partout. Et puis, au final, je me suis rendu compte, quelques mois après, quelqu'un d'autre avait eu le même problème, et finalement il avait remonté la solution. C'était bêtement le pare-feu de Windows qui s'activait et qui faisait que, quand il n'y avait pas une interaction au bout de quelques secondes, le pare-feu bloquait la communication. Et finalement, c'était pas du tout un bug de programme.
Alors il faut savoir que le projet a changé de nom en cours de développement. À l'origine il s'appelait Dynamite Dreams. Et un jour on a reçu une lettre d'avocat qui nous a expliqué qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le terme dynamite associé à un autre mot parce que ça avait été déposé par un magasin de jeux vidéo. Au début on n'a pas pris ça au sérieux et puis on s'est renseigné auprès d'une avocate qui nous a confirmé qu'effectivement on était sans doute dans notre droit, mais qu'on allait se lancer sans doute dans une bataille juridique un peu longue et sans doute un peu coûteuse pour se défendre, et donc on a préféré simplement changer de nom, et on est revenu à un retour aux sources du jeu de plateforme de base, et on a appelé ça Alice Dreams Tournament, et finalement c'est peut-être pas plus mal comme ça. Alors une autre anecdote, un petit peu plus stressante dans le vécu, j'avais eu la chance d'aller à Barcelone, au Retro Barcelona, et comme je venais en avion, c'était plus compliqué d'amener tout le matériel, donc voilà, Xavier sur place a la gentillesse de me prêter une console et des manettes, et ça s'est pas passé du tout comme prévu, c'est-à-dire qu'on avait lancé une première partie où les gens s'étaient bien amusés, et arrivé à la deuxième, les manettes ne fonctionnaient plus. On se demandait un peu ce qui se passait. Bon, comme Sam Dreamcast avait eu quelques signes de fatigue, on pensait que c'était lié à l'alimentation. Donc on a une deuxième console, il se passe exactement la même chose. Une troisième console, il se passe exactement la même chose. Et là, grosse panique, gros stress, j'entends les gens à côté, ils commencent à dire avec le jeu tuer les manettes. Et c'est vrai que j'ai pris le parti voilà, d'acheter une console sur place, de me mettre en configuration minimum avec juste 2 manettes. Malheureusement, au début d'après-midi, une personne a branché 2 autres manettes, et là, rebelote quoi. Les ports-manettes ne fonctionnaient plus. Et on s'est rendu compte, enfin, en prenant une énième console, que c'était juste une manette qui faisait disjoncter les ports-manettes. Donc en la retournant, on s'est rendu compte que la manette avait un gros défaut, et elle était brûlée en fait à l'arrière, et elle amenait à disjoncter quoi. Donc bien sûr, on a jeté cette manette, et heureusement ça se termine bien. Alors une des features qui m'a le plus plu à mettre en place, c'est la Dreamcast portable. En fait, on a été invité à pas mal de salons. Alors quand il s'agissait de petits salons indépendants, il n'y avait jamais aucun souci, on était toujours bien placés, on était toujours très visible. Mais quand on faisait des gros salons, c'était moins évident, parce qu'il y a énormément de stands, des stands qui ont énormément de budget, qui viennent avec des projets bien plus importants que le nôtre. Et donc question de visibilité, c'est pas évident. Du coup, on s'est dit que ça serait pas mal si on pouvait être présent n'importe où dans le salon. D'où l'idée de la Dreamcast portable. Et la Dreamcast portable, c'est quoi? En fait, c'est juste un sac à dos avec une Dreamcast, une batterie, relié à un lecteur de DVD de voiture en fait. Et du coup, on était autonome et on pouvait se balader n'importe où. Ça a vraiment très très bien marché. Ça a beaucoup plu aux gens, surtout dans les moments où ils devaient faire la queue pour une attraction ou une autre, où ils avaient rien à faire, où ils s'embêtaient. Et ça les a d'autant plus surpris de voir une Dreamcast portable, puisque potentiellement ça n'existe pas. Donc c'est amusant et c'est chouette de voir qu'on peut encore faire rêver les gens avec des choses simples. Alors un tout grand merci à Philippe, Cyril et Johan qui ont fourni toutes les musiques du jeu. Et puis je pense à vous tous aussi, aux backers, aux gens qui étaient là aux conventions, au salon, à tous ceux qui nous ont soutenus de proche ou de loin depuis le début du projet. Vraiment merci à vous et on espère vraiment que le projet vous plaira et à bientôt.